Good morning. Le juge président, bonjour à tous. Bonjour, monsieur le témoin. Ce matin devrait être le dernier 100 mètres en principe pour vous et pour nous tous d'ailleurs. Et sans plus tarder, je donne la parole à monsieur le procureur afin qu'il puisse achever son court interrogatoire supplémentaire. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, monsieur le procureur. Je pense que nous aimerions tous être ailleurs ce matin. Je vais faire ça court. Merci. Si vous permettez juste un instant, je vais m'installer. Avant de débuter, sous le contrôle de mes collègues, avez-vous eu la chance de réfléchir à Addis Abeba et la date du 10 mars, au moment où le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a rendu sa décision? Excusez-moi. 10 mars. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame, Monsieur. Pourra-t-on en parler à la fin de... Très bien. Ça va. J'aimerais afin d'accélérer les choses également, et dans le but d'éviter de montrer la totalité d'un extrait de la défense de M. Gbagbo, et je fais référence à la pièce CIV D15-00002-0157. Il s'agit d'un reportage du 16 décembre de France 24, au moment où il y a la sortie de l'hôtel du Golfe des forces FAFN avec des démonstrateurs. J'aimerais que la totalité de cette vidéo soit versée au dossier. Sinon, je vais montrer l'extrait, Monsieur le Président, qui a été montré. Je crois en tout, ça fait 2 minutes quelques. On a montré un extrait plus court. Alors, sous le contrôle de mes collègues, toujours. C'est une question. Oui, c'est de savoir, est-ce que je suis obligé de montrer la totalité de l'extrait ou est-ce qu'on peut le verser en totalité, cette ERN? Non, si vous voulez bien, pour être cohérent avec tout ce qui a été décidé, discuté et acquis, parler de l'extrait, restons sur l'extrait, c'est l'extrait qui a été diffusé, qui a été montré. C'est plus clair, je crois, pour tout le monde, et ça va dans le sens de la décision de la Chambre. Alors, je vais... Your Honors, I'll show the full... Le procureur, monsieur le président, je vais montrer donc tout l'extrait. From the beginning to the end. Du début jusqu'à la fin. Alors, monsieur le témoin, on vous a montré cette vidéo. On a un extrait seulement. Maintenant, je vais vous montrer la totalité de l'extrait et après, je reviens vers vous avec des questions.
Les partisans de Ouattara et Ouattara lui-même, son gouvernement, ont décidé de sortir de l'hôtel du Golfe pour se diriger à pied vers la HCI. Ils nous disent qu'ils vont essayer de passer les barrages et de franchir les barrages. Je vous confirme que la situation ici est très compliquée, très tendue. Il y aurait un mort. Je vous confirme le mort de source policière. Il est mort dans une situation confuse, mais je vous confirme cette information. D'autre part, un bus a été attaqué, le chauffeur a été poignardé, un bus a été attaqué par les manifestants. Et donc, pour l'instant, le bilan est d'un mort et d'un blessé. Le chauffeur de bus n'est pas mort. Ici, la situation est très très confuse. On attend Ouattara et son gouvernement. Tous ces partisans sont là, hein, comme vous pouvez l'entendre autour. Les partisans de Ouattara et Ouattara lui-même, son gouvernement, confirme le mort de source policière. Il est mort dans une situation confuse, mais je vous confirme cette information. D'autre part, un bus a été attaqué, le chauffeur a été poignardé, un bus a été attaqué par les manifestants. Et donc, pour l'instant, le bilan est d'un mort et d'un blessé. Le chauffeur de bus n'est pas mort. Ici, la situation est très très confuse. On attend Ouattara et son gouvernement. Tous ces partisans sont là, hein, comme vous pouvez l'entendre autour de moi. There's an issue with the video. Le procureur, il y a un problème. Il semble y avoir un problème lorsque nous diffusons la vidéo sur Ringtail, et j'ai eu le même problème hier. Parfois, il faut rediffuser depuis le début. Et là, on arrive à l'extrait qui a été présenté par la défense, mais il y a aussi une autre séquence qui n'a pas été montrée. Une partie du début, une partie de la fin n'a pas été montrée par la défense. Avec les forces de l'ordre, ils nous disent qu'eux sont prêts juste un petit peu avant, les forces spéciales d'Alassane Ouattara sont sorties, armées jusqu'aux dents, pour ouvrir le passage. Voilà la configuration actuelle. Alassane Ouattara et son gouvernement devraient sortir d'une minute à l'autre. Devant eux, l'armée, les partisans de Ouattara, l'armée ouvre la route et les partisans suivent derrière. Est-ce que pour l'instant, les forces de l'ordre parviennent à contenir l'avancée des partisans de Ouattara ? Pour l'instant, ils sont toujours bloqués dans le quartier du Golfe, mais ils commencent à avancer lentement vers le premier checkpoint. Le premier checkpoint qui est à peu près à 1 kilomètre de l'hôtel du Golfe. Et là, la situation va être compliquée parce que là, il y a des barrages militaires au Gbagbo qui sont là et qui les attendent. Il y a des militaires qui sont partis en amont, ils sont en train de discuter le passage. Nous, on se dirige lentement vers ce checkpoint-là où les affrontements pourraient commencer dès maintenant. Pour l'instant, on n'a toujours pas vu Alassane Ouattara ou quelques membres de son gouvernement. Ce sont juste ces militaires et les partisans qui tiennent le haut du pavé ici. Merci, Monsieur le Président. Vous voyez, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, c'est le problème qu'on avait discuté, c'est la question qui avait été discutée hier et le problème qui en découle. C'est-à-dire que ce n'est pas cet extrait qu'a diffusé la défense. Du moins, ce n'est pas l'extrait qu'a diffusé le procureur au début. Il a diffusé une pièce un extrait du même journal télévisé. C'est le même journal télévisé, sous votre contrôle. Mais ce qu'il vient de diffuser est autre chose que ce qu'avait diffusé la défense, avec un autre timecode. Et donc, en ce qui nous concerne, nous considérons que ce n'est pas le même élément de preuve. Ensuite, en effet, le procureur a diffusé en partie ce qu'avait diffusé la défense. Donc là, il y a une vraie question, parce que en présentant les choses comme elles ont été présentées, on a l'impression que c'est la même chose qu'avait diffusé la défense, que la même pièce va être montrée aux témoins, et c'est une pièce différente. En fait, je crois qu'il y a un problème presque sémantique. C'est le même document audiovisuel, c'est vrai, le même journal télévisé ici, mais ce n'est pas le même élément de la défense, la même pièce de la défense.
Et c'est peut-être là que réside la confusion. Mais en tout cas, ça nous pose un problème, parce que ce n'est pas ce qu'avait diffusé la défense. Donc je voulais le souligner, éventuellement pour que votre chambre clarifie, si besoin était, sa position sur ce point, ou pas, si elle considère que ça n'a pas à être clarifié, mais ça pose un vrai problème. L'élément diffusé, montré aux témoins, n'est pas celui montré par la défense. Donc c'est un élément de preuve différent, de notre point de vue. En revanche, c'est le même document audiovisuel. Oui, ça c'est vrai. Et pardon, juste un mot. En toute logique, puisque l'accusation diffuse un nouvel extrait, sorti du même document mais un nouvel extrait, en réalité, elle présente un nouvel élément de preuve. Et donc il lui faudrait, procéduralement parlant, verser ce nouvel élément au dossier, puisque c'est un nouvel élément de preuve. Et ça nous pose aussi un problème, parce que là, pour le coup, ça ne va pas dans le sens des décisions de votre chambre. Le juge président, comme je l'ai indiqué hier, le document, la pièce qui a été soumise, qui a été présentée, a été soumise dans son intégralité, même si seuls des extraits ont été présentés. Mais le document, en tant que tel, a été présenté et versé. Si une partie ou l'autre veut diffuser un autre extrait, une autre séquence du même document audiovisuel, il n'y a pas de problème, mais le document a été versé en tant que tel, dans son intégralité. Évidemment, le timecode est celui qui sera utilisé en rapport avec la question qui a été posée et les réponses qui ont été apportées. C'est une chose, mais le document comme tel, il a été versé dans son intégralité. Vous ne pouvez pas limiter la chambre et empêcher la chambre de voir la totalité du document. Veuillez poursuivre, monsieur le procureur. Can you go ahead? Thank you. Veuillez poursuivre. Alors, monsieur le témoin, lorsque Maître Altit vous a questionné et vous avez montré un plus court extrait, là, je vous présente le reportage dans son intégralité. Est-ce que vous reconnaissez l'intégralité de cette vidéo? C'est que sur ces images, je les ai vues, ces images-là. Je ne sais pas si c'est la continuité, c'est la suite, mais sinon, ces images, je les ai vues. Celle qu'on vient de vous présenter. Oui. D'accord. Et donc, je veux juste revenir sur le premier checkpoint, tel que mentionné dans le reportage, de la distance de l'hôtel Ivoire, du Golfe vers la RTI, et vous avez dessiné un plan, un croquis qui a été versé au dossier. J'y reviens pas, mais je veux juste m'attarder à la distance qui est mentionnée ici, environ 1 kilomètre au premier checkpoint. Est-ce que, de mémoire, ceci correspond? Oui, oui, à peu près 1,5 km, 1 kilomètre plus, oui. D'accord. Très bien. Je passe à un autre sujet. Je veux revenir sur les incidents de novembre 2004. Et plus précisément, ce dont vous avez témoigné lorsque questionné par mon collègue Maître Altit. Et l'objectif de mes questions, c'est de tenter d'établir avec vous, pour la Chambre, une chronologie des événements et surtout de situer la question du 43e BIMA. Dans votre témoignage, pour vous situer, et il y a eu des admissions de versées au dossier, je vais vous citer au transcript page 30, c'est-à-dire le transcript 30, page 25, lignes 9 à 13. Et on parle de Bouaké. Merci. Excusez-moi, quelle date? Transcrit numéro 30. Donc, c'est la deuxième journée, c'est le mardi. Le 29, c'est le lundi. Le 30, c'est le mardi.
Le 31, c'est le mercredi. Le 32, c'est le jeudi. Merci. Juste pour se situer. Et puis, je vais continuer, mais il y a beaucoup d'interruptions, Monsieur le Président. Merci. À la ligne 9, donc. Merci. Ce qui s'est passé à Bouaké, c'est les avions et les hélicoptères de l'armée de la Côte d'Ivoire étaient partis faire des bombardements à Bouaké. Mais des bombardements qui étaient dans le cadre militaire pour faire des bombardements qui étaient bien ciblés. Je vais commencer avec ça. Donc ici, vous faites référence dans un premier temps à des bombardements bien ciblés dans le cadre d'une opération des avions et des hélicoptères de l'armée de la Côte d'Ivoire. Première question. Savez-vous le nom que portait cette opération des forces de l'armée de la Côte d'Ivoire? Vous rappelez-vous? Il ne me rappelle pas du nom, mais non, je ne me rappelle pas du nom. Est-ce que vous savez si elle portait un nom, cette opération? Oui, je crois. OK. Vous rappelez qu'elle portait un nom, mais vous ne vous souvenez pas? Non. D'accord. Savez-vous, à votre connaissance, pourquoi l'armée ivoirienne, donc les Fancy, faisait cette opération? Moi, je pense que c'est une réponse personnelle que je vais vous donner. Je pense que c'est une opération, c'était pour libérer la ville de Bouaké et puis le nord, en affaiblissant la rébellion, je crois bien. Ça, c'est mon analyse personnelle. Donc, selon vous, c'était de reprendre le nord du pays. Merci bien, c'est ça. Maintenant, dans votre témoignage, vous avez mentionné, et il y a une admission au dossier de la part des parties, que le 6 novembre 2004, il y a eu un bombardement à Bouaké d'une position qui a mené à la mort que vous avez mentionnée, et je cite, toujours dans le même transcrit, toujours à la même page, ils ont bombardé un endroit où il y avait des militaires français, il y avait même un Américain qui est mort. Pour l'instant, laissons de côté les responsabilités ou non, ou la légalité de ce bombardement. Okay? Ma question est la suivante. On sait que le 6 novembre, donc, cette position, il y a ces morts. Ma question est, combien de temps avant cette opération pour libérer le Nord par les Fancy avait débuté? Est-ce que vous le savez, combien de jours auparavant? Non. Non. Vous voulez dire les opérations commençaient pour que libérons le Nord? Oui. Je ne me souviens pas. Mais il y avait des choses qui avaient commencé avant les bombardements, je crois. Est-ce que vous savez combien de jours? Vous rappelez-vous combien de jours avant? Non, monsieur le procureur, sincèrement, non. Alors, j'invite mes collègues à prendre note de la date pour qu'on puisse revenir avec une admission au dossier afin d'aider la Chambre éventuellement dans une chronologie certaine des événements. Je poursuis. Le bombardement de la position où il y a des Français et cet Américain qui meurt, c'est le 6 novembre. C'est au dossier.
Ma question est la suivante. Vous avez mentionné au transcrit 30, page 27, à partir de la ligne 12, vous avez parlé d'une réaction de l'armée française ou de la France présente en Côte d'Ivoire. Et je vais vous citer. Ligne 12. À ma connaissance, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu dans l'actualité, c'est le président Chirac à l'époque, il était président de la France, il a pris une décision où il a donné l'ordre à l'armée française de bombarder tous les avions de l'armée ivoirienne. Et ce, c'est qui a été fait. Ce sont les faits vrais, c'est de l'histoire vraie. Alors, effectivement, il n'y a pas... Personne ne nie ici l'événement. Ma question est la suivante. Mort de soldats français de cet Américain. Cette réaction de bombarder l'aviation ivoirienne par la France, c'est quand? Combien de temps y a-t-il entre les deux événements? Le 6 novembre, les Français meurent et l'Américain, mais le bombardement de l'aviation ivoirienne par la France. Vraiment, je crois, à ma connaissance, ça a suivi, hein? Ça a suivi. Donc quoi, la même journée? Peut-être la même ou le lendemain, ce qu'il dit, je ne me souviens pas bien, monsieur. Mais je sais que ça n'a pas pris du temps, parce que ça a suivi automatiquement. Je ne me souviens pas bien. Mais oui, allez-y. Je pense qu'il doit y avoir des images, même le discours même du président Chirac à propos de sa décision. Il y a des images qui ont été filmées. Est-ce que la date est contestée par mes collègues pour qu'on puisse rechercher la vérité dans l'ensemble de ce dossier par une chronologie certaine? De quelle date vous parlez exactement? Parce que ce n'est pas très clair, si vous permettez. C'est très clair, c'est le 6 novembre. Le bombardement par les Français de l'aviation ivoirienne. C'est la même journée. Il y a eu une admission là-dessus, non? Il y en avait une pour Bouaké, mais il n'y en avait pas une pour l'aviation aussi. Alors, si vous dites que c'était déjà admis, pardon, j'ai mal compris l'admission, mais tout à fait. Dans tous les cas, c'est la même journée. Merci. D'accord. Continuons. Lorsque l'aviation ivoirienne, c'est-à-dire lorsque l'aviation française détruit les avions ivoiriens, quelle est la réaction des jeunes patriotes dès ce moment-là? Monsieur le procureur, permettez-moi de vous dire que, par les réactions des jeunes patriotes, quelle a été la réaction de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens en total, ensemble, de ce comportement, de M. Chirac vis-à-vis de la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas les patriotes. Ne centrez pas certaines choses uniquement sur les patriotes. C'était personne en Côte d'Ivoire. Je dis même dans le monde, même tout le monde était indigné de ce comportement. Il y a eu même les personnalités de Côte d'Ivoire. Je vous donne un exemple comme M. Laurent Dolan-Fologo, qui a condamné ces actes. Plusieurs personnalités ont condamné ces actes de ce comportement de M. Chirac vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'était pas seulement les réactions des jeunes patriotes, c'est toute la Côte d'Ivoire était indignée. Ça, il faut le dire dans l'ensemble. Voilà, dans l'ensemble. C'était très révoltant, tout le monde était révolté. Quelle a été la réaction, à votre connaissance, quelle a été la réaction, à votre connaissance, s'il y en a une, de M. Charles Blégoudet suite à ce bombardement par l'aviation française sur l'aviation ivoirienne? Qu'est-ce qu'il fait? S'il a lancé des messages... Oui. Bon, je pense que s'il a lancé des messages, il doit avoir les films pour ça.
je ne me souviens pas quelle était ses réactions, sincèrement, parce que c'est un peu depuis 2004, n'est-ce pas, non? C'est depuis 2004 on parle là. Ouais, voilà. On est toujours au 6 novembre 2004. Voilà. Je crois que comme je vous ai dit, hein, je crois qu'il a eu des réactions, mais je vous ai toujours dit que quand Blé Goudé fait des réactions ou choses, il fait, c'est toujours filmé, c'est toujours publié. Donc moi, je ne me souviens pas bien de ce qu'il a dit ou de ce qu'il a. Mais je vous ai dit que toute la Côte d'Ivoire était indignée de ce comportement, l'ensemble des Ivoiriens. Ce n'était pas seulement personnalisé sur les patriotes. Qu'est-ce que vous avez vu à la télé? Vous dites que je m'en rappelle pas très bien, mais qu'est-ce que vous avez vu à la télé? Monsieur le Président, je ne sais pas ce que mon collègue recherche, mais le témoin a répondu. Il a parfaitement répondu pour dire qu'il ne se souvient pas de détails et que les Ivoiriens ont réagi. Mais je pense que c'est une réponse suffisante. On ne va pas faire 1 heure dessus. Je ne sais pas ce que mon collègue recherche. Your Honors. Le procureur, Monsieur le Président, le juge président, je suis d'accord avec vous, maître, mais la question était de savoir ce qu'il a pu voir à la télévision. La question est plus large, enfin, je garde cela à l'esprit. Enfin, moi-même, j'ai une question, mais je ne vais pas la poser. Veuillez poursuivre. Le procureur. Monsieur le Président, justement, explorons un peu ce que vous avez à l'esprit. Le Président, non, ne le faites pas, ne le faites pas. Poursuivez votre interrogatoire afin qu'on puisse en finir. J'aimerais bien vous montrer la vidéo, car il y en a une, mais je ne peux pas vous la montrer. C'est la raison pour laquelle je vous pose des questions sur ce que vous avez vu. Oui. Merci, M. le procureur. C'est vrai. Vous savez, depuis le début de ces choses, de temps en temps, j'ai toujours demandé de me réfléchir un peu la mémoire. Je vous ai dit, il y a eu un appel. Je vous ai dit. Mais ce qui a été dit, je ne me souviens pas. Mais je l'ai dit. Donc, si vous pouvez me montrer la vidéo ou réfléchir la mémoire, il n'y a pas de problème. On est ici pour ça. On est ici pour dire les choses qui sont vraies. Donc, je pense que moi, personnellement, techniquement, je ne sais pas quel est le problème. Juridiquement, je ne sais pas quel est le problème, puisque je ne suis pas juriste. Mais pour donner les preuves directement, je vous ai dit qu'il n'y a pas de problème. Je vous ai dit, il y a eu des réactions de toute la Côte d'Ivoire des Ivoiriens. Il y a eu des appels qui sont passés à la télé. Mais ce qui a été dit par le président de COGEP, je ne me souviens pas. Mais je vous ai dit, il y a eu des appels. Maintenant, si pour me réfléchir le mémoire, effectivement, pour voir si c'est ça que j'ai vu, mais on peut montrer la vidéo. Moi, je ne suis pas contre. Suite à cet appel... Monsieur McDonald's. Monsieur le Président, le témoin n'a jamais dit, il dit qu'il y a eu des appels. Le président du COGEP a pu faire un appel. Il ne sait pas si c'est ce même jour ou bien après. On ne peut pas en tirer une conséquence pour dire suite à cet appel. Je suis désolé, ce n'est pas ce que le témoin a dit. Il ne faut pas, s'il vous plaît, interpréter selon ce que vous voulez entendre. Il a répété, les Ivoiriens ont réagi. Il y a eu des appels. Je ne sais pas à quel moment cet appel a été fait, je ne me rappelle pas. On s'en tient à ça. Non, le témoin n'a pas dit, il ne s'en souvient pas de la date. Et mon collègue, listen, Your Honors, we have a... Le procureur, écoutez, nous avons une vidéo qui est datée. Mon collègue de la défense n'est pas honnête sur ce point. Je suis désolé. Les faits sont des faits. Les dates sont des dates. Les vidéos sont des vidéos. Les gens qui s'expriment dans ces images sont très clairs. Ce n'est pas une fabrication de l'accusation. Nous avons le témoin qui dit « Je me rappelle qu'il y a eu un appel de la part du président de la COGEP, mais je ne me souviens pas de la date. » Alors, la raison de tout cela, c'est que je ne peux pas montrer cette vidéo pour rafraîchir la mémoire du témoin dans mes questions supplémentaires. Mais mon collègue de la défense sait très bien de quoi il retourne. Et il ne peut pas se lever dans ce prétoire et insinuer de fausses informations de façon délibérée. Voilà le problème.
Moi, je cherche la vérité tout autant que toutes les personnes dans ce prétoire. C'est notre mission, c'est notre éthique, ce sont nos obligations. Mr. McDonald, no, please. Le président, Monsieur McDonald, non, écoutez, du côté de la défense, je ne souhaite pas de discussion. J'aimerais que nous arrivions à la fin de l'audition de ce témoin sans discussion exagérée sur des principes qui, à mon avis, ne sont pas très bien assis. Donc, Monsieur le procureur, veuillez poursuivre votre interrogatoire, je vous prie. Monsieur McDonald, je vous remercie, Monsieur le Président. À ces appels que vous avez dit qu'il y a eu à la télévision, on fait quoi? La population fait quoi? Elle se dirige où? Je l'ai déjà dit ici, j'ai dit que c'était par rapport au bombardement des avions ivoiriens qui a révolté la population. Il y a eu, la population s'est levée pour marcher à contre le 43e piment. C'est de ça, j'ai déjà dit ça ici. Effectivement, mais dans votre témoignage, lorsque les questions ont été posées, au transcrit 31, page 37, ligne 21 et suivante, mais plus spécifiquement votre réponse à la ligne 26 et 27, oui, je peux vous en dire plus, mais entre les deux, je ne sais pas laquelle qui a été en premier. Et à ce moment-là, on parle de l'Hôtel Ivoire et du 43e BIMA. On va arriver à l'Hôtel Ivoire. On essaie, comme je vous l'ai dit au tout début, d'établir une séquence et une chronologie des événements. Donc, suite à cet appel télévisé, 16 appels télévisés, il y a eu une réaction de la population pour se rendre au 43e BIMA. C'est votre témoignage? Oui, c'est ce qu'il a dit ici. J'ai dit que c'est par rapport au comportement du président Jacques Chirac que la population s'est révoltée. Il y a eu des appels où tout le monde a marché pour aller contre le 43e BIMA. Et c'est là que les militaires ont bombardé la population civile la nuit. Là. Et on a vu ces images-là. Très bien. Effectivement, les images ont été montrées. Voilà. Et sur cette question, vous avez mentionné que la communauté internationale habitait à quel endroit? De toute façon, en Côte d'Ivoire, ils habitent un peu partout, mais en majorité, ils habitent à Piétry et en zone 4. Et ça, c'est dans quelle commune? C'est dans la commune de Makori, en allant vers Boboué, quand on vers l'aéroport. Donc, si on est à Cocody, il faut prendre ce qui était à l'époque l'un des deux ponts. Oui. Pour se rendre... Nous appelons ça derrière l'eau. Derrière l'eau. L'autre côté de la lagune. Direction de l'aéroport. Oui. Le camp, on pourrait le mettre sur une carte, mais pour les fins de notre discussion, à quelle distance est-il de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny? Le camp de la 43e BIMA. Je peux vous dire aussi qu'il est dans l'aéroport, parce que toute cette zone-là, c'est le port à l'aéroport, tout ça. Donc, le camp à 1 km, 1 km et demi de l'aéroport, ils sont là. Donc, le camp jouxte l'aéroport. Oui, monsieur le procureur. Revenons un peu en arrière. Je reviens à cette opération de l'armée ivoirienne où on essaie de reprendre le nord. Oui. Y a-t-il eu à ce moment-là un impact sur la population française vivant à Abidjan? Vous voulez dire pendant que Jacques Chirac avait ordonné de bombarder les avions ou avant ça?
même dans les quelques jours avant. D'accord. J'ai déjà dit ça ici que déjà la population de la communauté internationale, c'est-à-dire les étrangers blancs qui vivaient en Côte d'Ivoire, beaucoup parmi eux ont commencé à fuir pour aller se réfugier à la 43e Bima. Beaucoup fuyaient pour partir. Pourquoi? Mais je l'ai déjà répondu ici, je dis le comportement de M. Chirac ou comment on appelle l'intervention, c'est-à-dire la manière que la France s'était mêlée dans cette guerre, les gens n'ont pas apprécié ça, n'ont pas de tout apprécié ça. Donc ça faisait aussi que même les ressortissants français et européens qui vivaient en Côte d'Ivoire, eux-mêmes avaient déjà peur même parce que les rumeurs, la tension n'était pas bon. Tout le monde n'était pas content du comportement français. Donc vous dites que la population civile française, et certains sont allés se réfugier au 43e Bima. Bien cela? Oui, et tous même partaient. Pas certains, tout le monde partait. Est-ce le seul lieu, à votre connaissance, où les Français sont allés se réfugier après ce bombardement par l'armée française sur l'armée ivoirienne? Ou est-ce qu'ils sont allés également se réfugier à d'autres endroits ou des endroits plus spécifiques à votre connaissance? Là, je ne sais pas, peut-être dans les hôtels, je ne sais pas, mais je pense que... Quel hôtel? Je ne sais pas. Quel hôtel? Je vais expliquer. Hein. À ma connaissance, pour qu'on soit sincère ici, je ne veux pas imaginer ce que je ne sais pas. À ma connaissance, ce que je sais, monsieur le procureur, il n'y avait pas un autre endroit qui était plus sécurisé que la 43e Bima pour aller se réfugier. Et je pense que tous les ressortissants, qui ne sont pas seulement les Français, mais presque tous les ressortissants de l'Union européenne, tout le monde, c'est là-bas qu'ils trouvaient des refuges. Ça, c'est ce qui, vraiment, je peux confirmer. Vous avez mentionné des hôtels. Alors, ma question est la suivante. Quel hôtel, à votre connaissance? Je vais vous répondre, monsieur le procureur. Le président, le témoin, a dit qu'il ne savait pas. Monsieur MacDonald, non, il n'a pas dit ça, il n'a pas encore répondu. Le président, eh bien en anglais, il l'a dit, en français, je ne sais pas, mais en anglais, il l'a dit. Il a dit, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, peut-être dans un hôtel, je ne sais pas quel hôtel. Well, that, no, I think this was the... Le président s'adressant à la défense. Je crois que c'était la raison de votre demande d'objection. Je comprends qu'on finit bientôt, mais on ne peut pas non plus influencer le témoin par ses objections en lui pointant les réponses, lui lançant des messages ou de cette façon-là. C'est de l'obstruction en ce moment, ce qui se passe de l'autre côté. Des objections, soit, mais en ce moment, c'est de l'obstruction. I think here nobody... Le président, je crois que personne ici ne fait de l'obstruction. En tout cas, la façon dont les choses m'ont été dites en anglais, ce n'est pas la bonne façon de s'adresser de la part du procureur à la partie adverse, c'est-à-dire à la défense. Donc, j'avais cru comprendre que c'était la raison pour laquelle vous vous étiez levé, maître. Mais le témoin avait déjà répondu à la question. OK. D'accord? Bien. Monsieur le procureur, veuillez poursuivre. Il y a une admission au dossier que le 9 novembre, et la défense nous a montré des images,
l'armée française a effectivement, et l'accusation l'admet, tiré sur des manifestants qui étaient présents à l'Hôtel Ivoire. Je veux revenir là-dessus. À votre connaissance. Et on vous a montré un extrait d'un reportage, d'un documentaire. Oui, à votre connaissance, pourquoi l'armée française et tous ces chars, pas juste un, tous ces chars sont présents à l'Hôtel Ivoire? Que font-ils là, à l'Hôtel Ivoire? Merci, M. le procureur. Ça, je vais vous répondre, puisque moi, j'ai attendu les réponses des responsables militaires français. Ce qu'ils ont dit, je crois qu'ils ont été approchés par des médias qui ont posé des questions. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? D'après ce que moi, j'ai attendu qu'ils étaient allés pour protéger les ressortissants français ou européens qui vivaient à l'Hôtel Ivoire. Mais, bon, moi, c'est ce qu'ils ont dit. Mais puisque moi-même, je vis en Côte d'Ivoire, je savais. À ma connaissance, ils pouvaient avoir, puisque c'est un hôtel international, c'est un grand hôtel, ils pouvaient avoir des ressortissants européens là-bas, même pour dire des réfugiés, ou bien des gens qui auraient fui zone 4 ou zone 3 pour se réveiller dans cet endroit. C'est ce que je voulais vous dire. Quand j'ai parlé de l'hôtel, je ne pouvais pas vous dire que les gens sont réfugiés, sont fuis pour aller dans cet hôtel. Le seul endroit où tous les ressortissants pouvaient aller se réfugier, c'était au 43e Bima. Mais par rapport à la réponse, ils disent qu'ils sont partis pour protéger, mais peut-être il y en avait des clients, je dis bien des clients qui vivaient dans ces hôtels. Je dis bien des clients, mais pas des gens qui avaient fui les maisons pour aller là-bas. Parce que personne ne pouvait fuir les maisons, prendre des risques pour aller à l'hôtel pour se réfugier. Ce n'était pas un lieu qui pouvait être sécurisé. Mais peut-être les clients, c'est ce que les militaires avaient dit. C'est ce qu'ils ont dit même. Qu'ils étaient allés, mais avec combien de chars, 20 ou bien 40 chars pour protéger ça, bon, ça reste à démontrer ça, quoi. Monsieur le témoin, nous allons vous présenter la pièce présentée par Maître Altit lors de ses questions. CIV D15-0001 5350 à partir de la minute 5:09 ou 5:06 pour être plus précis. Et on va peut-être jusqu'à la fin, qui ferait environ 4 minutes, ou sinon un peu avant. Voyons voir. Ces différentes versions, nous sommes... Pour tenter de s'y retrouver entre ces différentes versions, nous sommes retournés enquêter à Abidjan, un mois après la fusillade. Très vite, nous avons retrouvé un journaliste ivoirien qui dit avoir filmé toute la journée de la fusillade. Il nous emmène dans l'hôtel Ivoire. Au premier étage se trouvent les bureaux d'une station de télévision privée, fermée depuis 20 mois faute de crédit. Le journaliste ivoirien nous montre l'intégralité de ces cassettes. 2 heures d'images inédites qui permettent de retracer l'enchaînement des faits ce fameux mardi 9 novembre 2004. C'est nous qui avons réalisé le montage. Ce jour-là, les chars français sont stationnés autour de l'hôtel Ivoire. Ils tiennent la position depuis la veille. Les manifestants qui ont passé la nuit sur place déambulent sur l'esplanade. La caméra filme depuis le premier étage, depuis les bureaux de la télévision privée. La foule est de plus en plus compacte. L'armée française a disposé des barbelés pour empêcher les manifestants d'avancer. Le caméraman descend dans le hall de la Tour Ivoire. Il filme les militaires français visiblement détendus. Nous sommes 7 heures avant la fusillade. Dehors, l'ambiance est bon enfant.
Beaucoup de femmes et des jeunes qui jouent à la guerre avec des armes en bois. Les manifestants enlèvent une partie des barbelés posés par l'armée française. À la mi-journée, les esprits s'échauffent. Les jeunes patriotes réclament le départ des Français. Ils sont persuadés que Paris est en train de préparer un coup d'État contre le président Gbagbo. Car l'hôtel Ivoire se trouve à quelques centaines de mètres de la présidence ivoirienne et de la télévision nationale, le cœur du pouvoir à Abidjan. Pour les Français, c'est aussi un site stratégique. 2 jours plus tôt, l'hôtel a servi de zone d'évacuation pour les ressortissants français en détresse. Des hélicoptères et des bateaux les ont acheminés par la lagune vers le camp militaire du 43e BIMA. La tour de l'hôtel Ivoire, avec ses 24 étages, est une véritable tour de contrôle sur le centre-ville d'Abidjan. Deux heures avant la fusillade, la tension monte d'un cran. Les manifestants sont au contact des blindés français. Le service d'ordre des jeunes patriotes a du mal à contenir la foule qui pousse. L'armée française veut replacer les barbelés. Le chef des opérations, ici à droite, c'est le colonel français Patrick Destremo. 2 jours plus tôt, il a perdu 9 hommes dans un bombardement de l'aviation ivoirienne à Bouaké, le point de départ de toute la crise. Le présentateur vedette de la chaîne privée ivoirienne qui filme est arrivé sur place, il commente la scène. Chers téléspectateurs, je crois que quelques éléments d'information sont en train de se faire compléter entre les autorités ivoiriennes et les autorités françaises sur le plan militaire. À gauche, le colonel français Patrick Destremo. Donc là, il faudrait que vos gendarmes, on a amené du barbelé, ils rétablissent le dispositif initial. De façon à ce qu'on ait un espace entre la foule et mes matériels et mes personnels. L'homme qui transmet les ordres est le chef des gendarmes ivoiriens, le colonel Bipoint, que nous avions interviewé. Nous, on va s'interposer, et comme ça vous aurez suffisamment d'espace pour remettre les barbelés et puis faire ce qu'il y a. Voilà, c'est en particulier à gauche où j'ai besoin de quelqu'un qui vienne tout de suite. Laissez-nous travailler là. C'est toujours important, dans l'information, genre, ça calme un peu l'atmosphère, c'est important, puisque c'est votre objectif. La situation difficile, mais sera gérable. La plupart des militaires français sont sortis de l'hôtel, prêts à partir. Mais rien ne bouge. Le président, je vous en prie. Pour les besoins de l'enregistrement, je voudrais préciser une chose. Mon confrère de l'accusation, M. McDonald, présente l'affaire comme suit, je le cite. Ce sont les transcrits d'aujourd'hui, page 18, ligne 14, version française. Monsieur le témoin, nous allons vous présenter la pièce présentée par Maître Altit lors de ces questions. Pour les besoins de l'enregistrement, je précise que tout ce qui vient d'être diffusé et montré aux témoins n'est pas ce que la défense a montré aux témoins. I have recognized this as... Le président, je m'en suis rendu compte aussi. Je vous en prie, monsieur le procureur. Avez-vous vu ces images avant? Oui, j'ai vu les images. Vous les avez vues déjà à la télé? Oui. D'accord. Passons à un autre sujet. Dans le transcrit 29, donc le lundi,
à la page 82, ligne 17, c'est-à-dire plus précisément entre les lignes 14 et 19. Maître Altip vous pose des questions. Et je vais vous lire le passage pour vous situer. À ce moment-là, on parle de la rébellion de 2002. Question, vous dites que... pardon, je vais reprendre. Vous dites, c'est des gens qui ont pris les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. C'est qui ces gens? Point d'interrogation. Et votre réponse? Ce sont des Ivoiriens aussi qui se sentaient peut-être frustrés en Côte d'Ivoire. Question, c'est qui? Réponse, les gens du Nord. Expliquez un peu à la Chambre pourquoi, selon vous, tel que vous le mentionnez, les gens du Nord se sentaient peut-être frustrés. Mais moi, c'est la façon de dire, mais des gens du même pays, des Ivoiriens, par exemple, un exemple, je vous donne des gens du même pays, des Ivoiriens, ou du côté du Nord ou du Sud, des gens qui se révoltent, qui prennent des armes. Il doit avoir une cause. C'est l'ensemble de ce que je vais dire. Ils ne l'ont pas fait pour faire plaisir, mais peut-être pour une cause, ou bien ils se sentent frustrés, ou bien leur région n'est pas développée, ou leur région manque des choses, ou eux-mêmes personnellement, les gens du Nord se sentaient frustrés dans certains comportements, je ne sais pas. Ou bien ils avaient envie aussi d'avoir le pouvoir. Ils avaient envie aussi que les gens du Nord aussi soient au pouvoir, avoir le pouvoir. C'est pourquoi ils ont pris les armes. C'est ça que je vais dire. Je vais changer de sujet, passer à un autre sujet. Vous avez parlé au long de votre témoignage, y compris lors des questions par mes collègues, vous avez parlé de cette réunion, discussion que vous avez eue avec M. Tagro, et maintenant vous l'avez identifié, M. Bertin-Cadet. Je vais vous resituer avec l'aide du transcrit et ce que vous avez mentionné. Alors, c'est dans le transcrit 31. Non, je vais reformuler une question. Vous vous rappelez avoir une discussion avec M. Tagro et M. Bertin-Cadet au sujet de la situation de la guerre. Oui. Et suite à cela, je vais vous situer pour vous poser ma question. Au transcrit 31, page 91, ligne 26 et suivante, et je vais citer. Oui, vous savez, je vous ai parlé de la guérilla. Après Blé Goudet, dans son discours, il a parlé de la guérilla. Eux-mêmes, ils viennent de parler de la guérilla. Vous voyez, quand vous avez les preuves, vous trouvez que ce que j'ai dit est juste, ce que je sais. Mais j'ai vécu ça. J'ai vécu ça très difficilement. Je vous donne un exemple. Ce qui concernait ma famille, avant qu'ils vont entrer sur Abidjan. Comme je vous ai dit que je savais que si on ne, c'est-à-dire, on ne se retirait pas, Gbagbo est venu pour assister à cette réunion, que ce n'était pas bon. Je savais pourquoi ce n'était pas bon. Donc, j'étais obligé, parce que moi, ma famille venait du Nord, j'étais obligé de faire partir toute ma famille. Donc, vous avez parlé ici
que c'est-à-dire si on ne se retirait pas, que ce n'était pas bon. Et vous parlez ici, et je vais vous citer à nouveau, c'est-à-dire, on ne se retirait pas. Gbagbo est venu pour assister à cette réunion, que ce n'était pas bon. Je savais pourquoi ce n'était pas bon. Alors, ma question est dans votre question de Maître Knoops. Vous avez mentionné que M. Gbagbo était venu pour assister à une réunion. C'est quelle réunion, celle-là? Là, je ne sais pas de quoi vous parlez, parce que quand vous dites que j'ai dit que Gbagbo venait assister, je ne sais pas, parce que très souvent, quand on parle des réunions ou on parle des politiques, tout l'ensemble chez vous, c'est réunion. Bon, je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous voulez dire que Gbagbo était venu assister à une réunion ou de laquelle qu'on a dit n'a qu'à se retirer. Je ne sais pas. Monsieur le témoin, je ne connais pas la réponse. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question et que je vous cite les mots exacts que vous avez utilisés lorsque Maître Knoops vous a posé des questions. Et là, à ce moment-là, on se trouve où vous saviez, n'est-ce pas, je sais pourquoi ce n'était pas bon. Oui, ok. Et là, vous faites référence à M. Gbagbo qui était venu pour assister à cette réunion, que ce n'était pas bon. Donc, je vous pose la question. Bon, d'accord. Je pense que peut-être la façon c'est écrit ou ça a été dit, mais je ne me souviens pas, où j'ai dit que Gbagbo est venu assister à la réunion. Je ne me souviens pas. Je ne sais pas si c'est la défense qui m'a posé cette question. Oui. Oui, mais ils sont là, je ne crois pas. Je ne sais pas si ça a été bien formulé, la réponse. J'arrive, monsieur le procureur, j'arrive. On va avancer. J'arrive. Maintenant, ce qui concerne tes autres questions, quand vous avez dit j'ai rencontré le ministre Agro, j'ai rencontré son conseiller en défense, oui, je les ai rencontrés et je savais, j'ai expliqué, je vais vous réexpliquer ce que j'ai dit. J'ai dit j'ai rencontré M. Bétain Kadé. Vous n'avez pas besoin de nous réexpliquer. Ah, ok, d'accord. C'est au transcrit. Je pense que tout le monde a bien compris. Oui. J'essayais de comprendre votre réponse lorsque vous faites référence à M. Gbagbo. Est-ce que dans le même contexte, vous avez vu M. Gbagbo? Non, je crois qu'on se comprend. Oui, mais là, je crois qu'on ne se comprend pas, parce que là, je n'ai pas dit ça ici. Je vous cite, le mot à mot. Je vous remercie. Le mot? Je vous cite. C'est le transcrit de ce que vous avez dit le mercredi de cette semaine, à la page 91, ligne 26 et suivante, donc jusqu'à la page 92, ligne 9. Hein? Les gens qui sont ici transcrivent ce que vous dites. Tout est enregistré. Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur le procureur, tout est enregistré, mais je crois que ces gens ont dû faire une erreur de frappe. D'accord. Monsieur Djichi. Oui, monsieur Monsieur Sam l'Africain. Merci, monsieur le procureur. Je vous remercie. C'était les questions que j'avais en réexamen, n'est-ce pas? Et de toute façon, mes collègues ont peut-être d'autres questions, mais sinon, je vous souhaite un bon retour. Merci. Et surtout, je vous remercie de votre coopération.